Tout le monde va au restaurant, mais personne ne sait ce qu'il se passe derrière. Bienvenue à Paris, la capitale française, riche en restaurants mais aussi en découvertes. Chaque jour, des centaines de restaurateurs s'affairent au travail pour nous régaler, nous faire plaisir et nous faire passer un bon moment hors de chez nous. Chaque jour, ils et elles sont des centaines à travailler lorsque nous ne travaillons pas, pour nous faire découvrir leur cuisine, leur monde et plus encore. On ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière quand on s'assoit à une table ou quand on prend un croissant. Pour cet épisode, je suis parti à la rencontre de 4 restaurateurs et restauratrices. En passant par des restaurants, des cafés, des glaces ou des boulangeries, j'ai fait des rencontres incroyables et j'ai appris énormément de choses. Et c'est pour ça que je souhaitais les mettre en avant aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, quand j'ai emménagé sur Paris, la première chose que j'ai découverte et pour laquelle j'étais fasciné, c'est le nombre de boulangeries. Du coup, je vous propose de commencer cet épisode avec une boulangerie que j'adore personnellement. Et ce que j'adore aussi dans les boulangeries, c'est de voir toute la diversité parmi les quartiers, parmi les différentes adresses. Et je me voyais absolument pas commencer cet épisode sans vous présenter une boulangerie, enfin. Comme tous les métiers de la restauration, c'est un métier à valoriser puisque ça demande énormément de temps, d'investissement et de passion. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Milligram. Bonjour, ça va et vous? Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer, on peut peut-être se tutoyer. Oui, y a pas de souci. Milligram, parce que je trouvais ça intéressant pour une boulangerie, comme c'est des métiers de précision. Il faut vraiment être juste dans les pesées, par exemple, pour une recette. Et donc c'est hyper important, tant en pain qu'en pâtisserie. Une pâtisserie encore plus, parce que c'est vraiment au milligramme près. Alors Milligram, c'est une boulangerie-pâtisserie artisanale. Qu'on a créé il y a 3 ans avec mon associé. On a ouvert une première boutique dans le 19e. Donc nous, en pain, on est spécialisé en blé paysan. Donc on travaille avec des petites fermes, des paysans meuniers qui sèment leur farine, qui le récoltent et qui le transforment qui sèment leur blé, pardon. Mais c'est des petits terroirs sur lesquels ils travaillent et c'est super intéressant de travailler comme ça. C'est des petites productions, effectivement. Voilà. On commence à travailler avec pas mal de petites fermes. En France? En local, tout en local. Dans le 72, vraiment aux alentours de Paris, on ne va pas très très loin pour chercher nos farines. On fait quelques farines bio, mais on n'est pas... non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je préfère promouvoir le local et travailler avec des gens dans un rayon de 150-200 km autour de Paris, plutôt que de travailler avec du bio qui coûte cher, tu sais pas toujours d'où ça vient. Voilà. Du coup, c'est quoi votre spécialité? Alors, notre spécialité, nous, on a vraiment développé des produits. On a fait une gamme en pâte à croissant. Voilà. Donc, on a travaillé différentes formes. Bien évidemment, on a surfé sur la vague du New York Rolls. Là, on va en sortir un nouveau. C'est citron, meringue italienne, en espérant que t'aimes, Théo. Eh ben non, dis ta tête. J'adore. On est un petit peu en train de changer notre carte. On va faire un petit peu moins de pâte à croissant, moins de cruffin, moins de New York Rolls, moins de d'anis. Là, on va faire plus de choses à base de pâte sablée. Voilà, des tartes, des trucs un peu plus frais. Alors, on va faire des gâteaux à la ricotta, super bon, avec des fruits et tout. Ah ouais? Bien. Donc, tu seras le premier à venir goûter nos gâteaux à la ricotta. Je vais aller en Italie d'ailleurs cet été. C'est vrai? Tu vas où? À Florence. Je suis jamais allé. J'ai fait Naples, Rome. Puisque je m'appelle Florence, oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Voilà. On s'éclate, et on s'ennuie jamais, surtout parce qu'on ne propose jamais les mêmes produits. Non, et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Et nous, on est vraiment spécialisés en salé, quand même. Mon truc, c'est le salé. Je sais. Moi, j'en ai une. Vas-y. Milligram, c'est la première boulangerie que j'ai faite quand j'ai emménagé sur Paris. Ah, ben voilà une belle anecdote. Merci Théo, tu l'as fait à ma place. Génial. C'est vrai. C'était il y a 2 ans que j'ai aménagé sur Paris. Toi, t'habites où? Je viens de Bordeaux. Ah, tu viens de Bordeaux. Merci, bon, bah c'était un plaisir. Florence. C'est un plaisir de te recevoir, Théo.
On a adoré. Déjà, il connaît tout. Il aime pas la fraise. Il aime pas la fraise, donc il a pas pu manger le chausson fraise rhubarbe. Quel dommage, quel dommage. Je quitte déjà Florence, qui m'a énormément touché pendant cet échange, pour me rendre dans la seconde adresse. Cette fois-ci, c'est Foufou Marais. Foufou Marais, je le qualifierais plutôt comme un restaurant, un lieu de vie, un moment où on peut passer un brunch ensemble entre amis, un moment où on peut passer une soirée festive le soir, situé en plein cœur de Paris. C'est vraiment le genre de lieu que j'adore, puisqu'on peut y aller à n'importe quelle heure de la journée, parce que oui, c'est aussi ouvert en continu. Mais bon, je suis pas le mieux placé pour l'expliquer, donc je vais laisser la parole à Mimi. Alors je m'appelle Mimi, ça fait 3 ans que je travaille au Foufou, je suis responsable de salle et voilà. Le Foufou il existe depuis au moins 6 ans, après il y a eu le Covid entre temps donc ça a un peu fermé. Là c'est en full activité depuis 5 ans, avant ouvert que le matin jusqu'à 18h, maintenant on fait matin et soir. C'est quand même très sur la Méditerranée, qu'il n'était pas avant parce qu'on était beaucoup plus brunch, mais maintenant on a décidé qu'en fait comme on était tous avec plein d'origines ici au Foufou, on s'est dit autant faire quelque chose que nous aussi on kiffe vraiment manger. On aime mettre du za'atar, on aime mettre des épices. Les planches le soir, franchement des fois je me dis j'aimerais bien switcher un peu du soir pour pouvoir manger un peu le soir et tout, les petites planches et tout. Mais de plus en plus le foufou toast et le petit toast à la burrata. Un petit peu influence été, tout ça, je pense que c'est ce qui ressort le plus. Je dirais plutôt les tartines qui sortent beaucoup. À la nouvelle carte, on a mis plein de plats avec plusieurs influences, le balagan, le majorel, que je pense que les gens ils ont envie de manger un peu autre chose, avec un peu plus de caractère, un peu plus de goût. Le parmentier était super bon. Le parmentier, classique mais pas mal. Hein. Revisité, ouais. Il était super bon. Ouais. Je l'aime trop. Les filochés, il est incroyable. Les desserts sont énormes. La pavlova, ma vie la pavlova. En fait les desserts c'est le cookie. Le dessert c'est plus à partager tu vois. Ouais, bah des fois les clients ils me disent ouais je veux 2 hot cookies, je préfère les prévenir que si vous voulez passer un bon moment après, peut-être le partager, si vous voulez en voulez un autre après on verra mais... Ce que j'adore à Paris, c'est que même après 2 ans, j'arrive toujours à me faire surprendre. Au détour d'une rue, on arrive toujours à trouver une adresse, un lieu qu'on n'a jamais fait. Vous savez, ce genre de lieu, vous passez toujours devant et vous vous dites ah mais ça a l'air bien. Et puis jamais vous y allez. Écoutez, je suis bien déterminé à remédier à ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce restaurant. Une immense planche veggie, un parmentier à tomber, un tagine de carottes, des pains pita juste délicieux. Il y en avait à la stracciatella, à la truffe. Non vraiment, croyez-moi, j'en ai pas laissé une seule miette. Et en plus, très généreux entre. C'est ce genre d'endroit que j'adore où chaque plat ne déçoit jamais. La preuve en image. Et même les desserts, un immense cookie, un gâteau pistache ou encore une magnifique pavlova framboise pistache, sans oublier la profiterole. Généralement, je suis assez déçu par les desserts dans les restaurants. Mais là, croyez-moi, j'en demandais encore. Bref, ceci est un signe de tester les adresses que vous voulez faire depuis longtemps. Et abonne-toi. Comment du coup vous décidez des nouveaux plats que vous mettez à la carte genre? Bah ça je pense c'est beaucoup de discussions. Je sais qu'avec le chef et toute l'équipe de la cuisine et de la salle, on aime tous beaucoup manger. On a beaucoup de points communs, donc quand par exemple on a mangé quelque chose quelque part ou quoi, on se dit ah, tiens ce serait incroyable de faire ça, mais nous on le met un peu à notre sauce ou des choses comme ça. Après le chef il adore la cuisine, il est vraiment doué là-dedans. Donc en général des fois il est assis puis d'un coup il dit ah tiens je vais faire ça et hop c'est parti. Non mais là la carte que tu vois il l'a pondue en 3-4 jours. On se fait des petites réunions en général, on aime bien se poser et vraiment discuter de ce qu'on aime. Tout ça, mais c'est vraiment à l'oral, tu vois. On a toujours des groupes où on peut s'envoyer des messages et tout, mais on n'est pas trop comme ça, on préfère tous se parler en direct et tout. Donc en général, c'est plutôt comme ça qu'on communique. Puis on aime s'envoyer des photos, des idées de plats, même tu vois, les nouvelles assiettes, des choses comme ça. On essaie de tout faire ensemble pour que ça plaise vraiment à tout le monde, tu vois. Ouais, bah même pour que les serveurs, ils aiment aussi ce qu'ils ramènent, tu vois. Enfin, c'est pas juste un serveur, il prend le plat et il le ramène, tu vois. C'est vraiment genre... quand il la ramène, il soit fier de son plat, tu vois. Il y en a certains qui sont là depuis quand même un petit moment. On est 2-3 à être là depuis au moins 2-3 ans, donc ça joue quand même et même on est tous hyper proches et même les nouvelles personnes en général, même si admettons ils vont pas rester très longtemps, ils reviennent tout le temps, tu vois, et ça c'est quand même hyper positif pour nous. Je trouve que ça manque un peu d'authenticité parce qu'au final, ce qui est à la mode, tout le monde se copie, quoi, tu vois. Enfin, c'est comme je sais pas, il y a tellement... Ouais, comme tu disais, le crookie, t'en vois partout maintenant. De base, t'envoyais ok, c'était cool. Cette boulangerie, par exemple, prenait les clients, mais après, ils ont commencé à tous le faire. Ça perd vraiment d'authenticité, quoi. Enfin, c'est un peu voler le produit de quelqu'un qui a eu l'idée de faire quelque chose. On m'a déjà demandé ici si on n'avait pas de New York Rolls. Et j'ai dit, bah non. Projet pour la suite, pour l'instant, un peu plus se diversifier pour le soir, tu vois, tout ce qui est un petit peu bar, tout ça. En fait, on a encore cette image vachement brunch qu'on avait avant et on a essayé justement d'être un peu un restaurant maintenant, tu vois, le soir avant on sortait que des planches, que ça, genre la planche charcuterie,
fromage. On a essayé de mettre des vrais trucs en place pour que ça fasse un peu plus resto et que les gens puissent aussi dîner le soir. Mais c'est un peu de mal, enfin ça n'a pas de mal à prendre, mais tout doucement ça prend. Mais je trouve qu'on mérite d'être un peu plus connu là-dessus, tu vois. J'espère que les gens ils vont se dire, en fait on peut venir dîner au foufou, tu vois, pas juste prendre une petite planche ou un verre de vin ou quoi. Donc c'est un peu plus ça, les projets un peu axés plus sur le soir. Une anecdote. C'est la question la plus dure, je pense. Ah ouais, attends. J'ai une anecdote, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais j'ai une cliente que j'ai rencontrée le premier jour où je suis arrivée ici, qui est tombée enceinte quand j'étais là au début. Et du coup on est devenus hyper proches, tu vois, genre son mari vient tous les matins prendre son café et tout, et le petit je l'aime trop, enfin c'est genre mon petit bébé et tout, et il me connaît de ouf, et genre ça c'est mon petit plaisir, tu vois, quand il vient, genre j'aime trop. Et il y en a 2-3 comme ça où tu sais les mamans, pour moi le bébé, enfin je leur rigole toujours en leur disant t'as été un peu élevée avec les cafés que je t'ai fait, genre t'as grandi avec les petits cappuccinos, les jus d'orange que je servais à ta maman, et je trouve ça trop mignon, tu vois. Moi il y a beaucoup de clients que vraiment je les considère de ouf. Genre j'ai un habitué, il vient tous les matins, tu vois, ce matin il est pas passé, j'étais un peu en train de le guetter, genre il est où, tu vois, avec son petit chien et tout. Ouais, moi je suis hyper comme ça, enfin pour moi quand tu bosses, tu bosses pas pour un salaire, tu bosses pas pour, tu bosses pour le plaisir. Dans la restauration. Ah ouais. Parce que le but de la restauration, dis-moi si je me trompe pas, mais c'est faire plaisir aux gens et qu'ils passent un bon moment. Moi je sais que des journées où tu sais il y a beaucoup de monde, les gens sont énervés et tout, moi je rentre à la maison, je suis dépitée parce que j'ai l'impression que j'ai manqué un truc, tu vois. Moi j'aime vraiment bien mes habitués et tout, c'est vraiment genre des gens que j'aime trop, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis on espère que les gens vont à la foufou. Ouais, j'espère. Ouais. Venir nous voir, on est tous cool. Si on a bu notre café le matin, c'est bon. Faut pas rêver genre quand on boit notre café après, c'est bon. Voilà. Merci. Je t'en prie. Si vous me connaissez pas, j'ai une passion l'été, mais qui dure au final toute l'année, ce sont les glaces. Il y a 3 mois, j'ai fait la connaissance de Salomé et Clara, tout à fait par hasard, sur une adresse que j'avais vue sur Instagram et que j'ai voulu absolument tester, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis amoureux des glaces. Et cette adresse-là, elle m'intriguait un peu parce que j'avais jamais vu des glaces comme ça encore. Alors oui, vous allez me dire, des glaciers, c'est pas ce qui manque à Paris, mais moi j'aime bien les histoires derrière les adresses. Et je trouve que l'histoire de Salomé et Clara est fascinante. J'ai beaucoup aimé leur approche, le fait qu'elles se soient lancées toutes seules dans cette activité-là, en créant leur lieu et en important une marque en France, la première boutique Gulato. Salut, du coup on est Salomé et Clara, donc on a monté Gulato en France, donc à Paris, c'est notre première boutique. Donc l'histoire de Gulato. Alors de manière hyper simple, avec Clara on est parti en voyage à Comporta au sud du Portugal, et là on a goûté les glaces Gulato et on s'est dit waouh, c'est quoi cette dinguerie. Donc on est rentré en France et avec Clara on a beaucoup réfléchi, on s'est dit why not, un glacier, il y en a déjà beaucoup sur Paris. Donc on a commencé à regoûter un peu tous les glaciers parisiens et on s'est dit Gulato en fait vient vraiment amener quelque chose de différent, vient amener des produits de sélection, et donc on s'est dit why not, allons-y, quittons tout. Et on tente l'expérience et on verra. Et on verra, et on se lance dans ça. Et vous kiffez pour l'instant? J'adore. Oh, elle est blanche. Ouais, parce que sinon c'est vraiment. En fait, encore une fois, c'est que quand t'as zéro colorant, zéro truc, t'es en. Ah ouais, c'est du vrai sésame noir? Ouais. Je rigole. Vrai sésame noir, pas de fruits. Waouh. Ouais. On ment pas. Ouais, la Macuco, elle est incroyable. Ouais, t'as vu, elle est vraiment bonne aussi. T'as des morceaux? Ouais. Tu sens? Ouais, J'adore. c'est un truc là, il me faut juste le ciseau. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Donc du coup je vais faire une crème glacée à la vanille. On va commencer, donc on s'est préparé tous les ingrédients à côté pour que ce soit le plus simple possible. Et à l'intérieur on va mettre tous les ingrédients et ensuite on le fera chauffer en respectant des degrés bien précis pour qu'à la fin on ait une vraie bonne crème glacée. Donc on va commencer par peser tous les ingrédients. On sait qu'on a besoin de 1036 g de lait. Donc du coup, on va se mettre une brique entière de lait, pas besoin de la peser puisqu'on sait que 1 litre de lait est égal à 1036 grammes. Donc toujours pareil, on a notre balance, on fait bien attention. Pourquoi de la poudre de lait? Alors on vient mettre de la poudre de lait en plus du lait pour bien sentir le goût et tous les arômes du lait. Et c'est surtout pour qu'on ait quelque chose de... En fait, dans une glace, on a besoin d'extrait sec. Et donc, pour qu'on ait plus d'extrait sec, on va aller chercher de la poudre de lait. J'apprends en même temps. C'est vrai? Bah ouais, j'ai jamais vu la confection d'une glace. C'est vrai, tu vois, comme quoi. J'ai fait genre congeler du yaourt une fois avec 3 fruits rouges. Tu sais, genre cette TikTok là. Et en fait, j'avais pas mis ni de stabilisant, ni ce qu'on appelle des émulsifiants. Et c'est ce qui va permettre que la glace ne congèle, enfin en tout cas ne devienne pas de la brique et garde juste des pouvoirs anti-congélation. Si tu fais cette glace que je vais faire là et que tu ne mets pas ni de stable ni de mono,
bah, sache que ta glace sera dure comme du béton. Donc on a, alors notre litre de glace, vu qu'on sait que c'est 1 litre et que c'est ce qu'on va cuire en premier, qu'on va mettre à la poêle, on peut directement s'en débarrasser et le mettre dans la casserole. C'est du lait entier. C'est du lait entier. Donc on a le lait entier. La deuxième chose qu'on va mettre, c'est la poudre de lait, puisque c'est les 2 choses qu'on va cuire en premier. Donc on utilise bien la Maryse. Donc c'est ce qu'on dit nous avec Clara et on s'en est beaucoup rigolé, mais c'est le respect du produit. On vient avec la Maryse et derrière on va aller chercher notre vanille. Donc là il nous faut 2 gousses de vanille, mettre dans le mélange. Ok. Donc, ça pareil, faut pas gaspiller. Hein. Ouais, ça, alors ça non. Ça surtout pas. Hop. Ça sent déjà tellement bon. Ouais, trop bien de faire une glace à la vanille. Ça se garde 1 an. Une glace au congèle? Ouais. Ok. Après, franchement, ça perd un peu en saveur. Oui, bah, donc, tout ce qui est au congèle. Donc là, on a notre vanille. Je vais la garder parce que moi, j'adore la vanille. Et donc, du coup, je la fais infuser dans le mix. On va pas le mettre en turbine de suite. Il va falloir le faire maturer au frigo 4 heures. Et maintenant, on va aller chercher le reste des ingrédients. Ouais, pour l'instant, on kiffe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. J'étais dans la pub et Clara dans les fringues. Digital. Okay, ah ouais. Dans le digital de la fringue. Donc, vraiment rien à voir. Gulato va vraiment amener le plus avec ses produits sur 2 choses. Les produits sont servis à moins 12 degrés, donc ça fait la grande différence avec d'autres glaciers parce que du coup on a quelque chose de beaucoup plus onctueux. Et de la même manière que quand on a un expresso trop chaud, bah, la glace quand c'est beaucoup trop froid, on va pas sentir le vrai goût de la glace. Ouais. Donc la servir à moins 12 nous oblige et nous avantage parce que du coup on va sentir les produits de qualité qu'on va avoir dans chacune de nos glaces. Donc on a besoin de 70 g de glucose atomisé, je m'en étais préparé ici. C'est du sucre? Alors non, c'est du sucre, exactement, mais qui va avoir un pouvoir, alors pardon, c'était 70, qui va avoir un pouvoir sucrant différent du sucre. Et justement, en fait, chaque sucre qu'on va utiliser, il y a beaucoup de sucres qui existent. Il va y avoir du miel, du fructose, donc le saccharose, c'est le sucre qu'on a à la maison, du glucose atomisé, du sucre inverti. Et on n'a pas les mêmes pouvoirs anti-congélation. Et on n'a pas les mêmes, pouvoirs sucrants. Donc sur le saccharose, je vérifie combien je vais en mettre dans cette recette et je vais en mettre 280 g. Donc là, on a notre saccharose, notre glucose atomisé. Maintenant, il va falloir notre stabilisant et notre mono. Alors je vais juste récupérer ma petite balance. Vous allez voir, du coup, dans une glace, on n'en a pas beaucoup. Donc là, je sors ma 2e balance qui va me permettre de faire au gramme. Donc là, je me le remets en on. 13. C'est hyper précis. Ouais, franchement, pour le coup, 350 g de crème. Donc ça, c'est de la crème. Là, c'est de la crème et on en met 350 g. Là, j'en ai mis un peu trop, donc on remet dedans. On l'adore, notre entonnoir. C'est ça qu'il faut que c'est sous-côté, un entonnoir. Ah, mais vraiment, c'est un truc à avoir tout le temps chez soi. On est bon. Et ensuite, le dernier ingrédient, les jaunes. Alors, je me remets juste pour être sûre. Donc, ce qui est bien en cuisine, c'est ces petits bols Ikea qui servent tout le temps. C'est pas une collab. C'est pas une collab. On aimerait bien. C'est pas une collab. Si vous passez par là. Donc là, on a tous nos ingrédients de prêt. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et donc là, on débarrasse pour se sentir le mieux possible. Ouais, toujours en cuisine. Sinon, on va être un peu embêté. Et nous, on est en train de passer donc, notre CAP artisan glacier pour pouvoir produire nous-mêmes les glaces. Donc on le passe début juin. Et normalement, donc si tout se passe bien, on produira les glaces très rapidement dans notre labo ici. Donc on va voir juste après où tout est prêt pour fabriquer nos glaces. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait aussi? On date les produits. Ah, très important. Donc là, le jaune, on est le... 12, 13. Donc là, on se mélange tout, mais on va garder un peu... Alors en fait, c'est important parce que le saccharose, il faut, avant de le faire chauffer, il va falloir le partager entre notre préparation qu'on va faire venir à 25 degrés. Ouais. Donc c'est-à-dire, à l'intérieur, là, on a mis le mono, le stab, le glucose atomisé et le saccharose. Et on a gardé un peu de saccharose pour venir le mettre avec du jaune. Ok. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet, quand on va venir monter en température, que l'émulsifiant, donc le jaune d'œuf, vienne bien s'imprégner du reste de la glace. Là, on se mélange bien le sec et on a la crème qu'on viendra. Donc là, ici, on a toutes nos montées en température.
La première partie de la préparation, on va la monter jusqu'à 25 degrés. Ensuite, on va venir mettre le sec à 25 degrés. Okay. Donc c'est-à-dire, je monte ce mélange jusqu'à 25, j'ajoute ce mélange-là à 25. À 35, je vais venir mettre le jaune et le sucre. Et à 45, je viendrai mettre la crème. Wow. Et ensuite, on attendra à 84 degrés que tout soit prêt. Donc ici, on avait bien notre lait, notre poudre de lait et notre vanille. Donc on est à 20,5. On attend bien de passer à 25 degrés. Donc là, on est à 25. On vient ajouter, toujours avec la maryse. Oui. On ne perd pas de produit. On vient mélanger. Tu pourras revenir demain goûter ta glace si tu veux. J'adore. Donc là, on est à 31,5, on attend toujours. Là, je passe, j'amène mon jaune. Et là, pareil. Donc du coup, on l'a bien mis à 35. Ouais. Forcément, ça redescend un peu en température parce que le mélange était froid. Donc, on attend que ça remonte. Et nous voilà à 45. Tac, on ajoute le dernier ingrédient. Tu mets dans le l'évier ? Ouais, je veux bien, merci. Et là, on peut se monter un peu pour faire chauffer la température, puisque là, on va venir atteindre les 84 degrés. Donc vous allez voir, on passe en labo pour vous montrer un peu comment faire une crème glacée. Donc vous verrez, la recette n'est pas du tout celle de Gulato sur la crème vanille. À vrai dire, on préfère la glace vanille de Gulato. Mais en tout cas, pour s'entraîner pour le CAP, c'est cette recette qui nous a permis de nous entraîner. Elle est très simple à reproduire à la maison. Du coup, on a souhaité la partager avec vous. Comme ça, vous pourrez vous régaler tout l'été. Et puis là, on a hâte. On va passer du coup, là, on a passé notre CAP la semaine dernière. On a les résultats le 7 juillet. Donc on a tout, comme tu peux le voir, on a la machine, on a tout qui est prêt. On s'entraîne sur les recettes du CAP encore, pour être sûr qu'on soit OK. Et ensuite, on va passer sur nos recettes Gulato. Donc on a hâte. Et donc là, on est sur 1 litre de mix. Donc on a tous nos... parce qu'on a fait en grammage. Et en fait, quand on va venir en turbine, on va avoir de l'ajout de l'air. On va avoir de l'air ajouté dans la glace. Ouais, c'est ce que j'ai été demandé. Alors donc il y a plusieurs méthodes pour faire les glaces et la méthode plutôt industrielle, donc nous forcément on est sur une méthode artisanale, mais la méthode industrielle c'est de mettre forcément beaucoup plus d'air. Et donc c'est pour ça que maintenant les glaces, tu remarqueras quand tu vas en grande distribution, tu as le litrage mais aussi le grammage. Au bout de vanille, 84, hop, on sort et on est prêt. On va venir mixer, j'arrive. Okay. Sinon, normalement, tout est installé en dessous. Donc tout à l'heure, il ne faudra pas oublier, là vous voyez tous les petits bouts de vanille. Ouais. Avant de la passer en machine à glace, on viendra ce qu'on appelle chinoiser pour enlever justement tous les gros. Tous les gros, exactement. Donc là, on se met nos petites vanilles infusées. Ça c'est mon empire romain. C'est vrai. Ça, au pop-up, ça j'en pouvais plus. Ah mais tu m'étonnes, là regarde, je suis bloquée, ça y est. Petit moment galère. Non mais non, c'est infernal. Ah, c'est bon. Tu l'as là, c'est sûr. Moment kiff en cuisine de ouf. Je l'ai. On l'a. Wouh. Infernal. Tiens, bon, on y est. On vient filmer à contact. C'est horrible ça. Faites des trucs genre plus simples. Satisfaisant. On dirait de la jelly. Ouais, c'est tellement satisfaisant, je suis d'accord. Là donc à contact et après derrière je reviens filmer. Hop. Donc Tibi, date d'aujourd'hui 13/06, crème glacée vanille. Hop. Et on vient le mettre au frais pour 4 heures. Trop bien. Bravo. Bon, je sais pas trop si je suis encore opérationnel pour faire ma propre glace, mais ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas vous laisser terminer sur cette vidéo sans vous présenter une de mes adresses sûrement favorites à Paris, puisque je l'ai testée au moins 3 fois et je l'ai découverte en début d'année. Franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà, le concept. Le fait que le restaurant soit un restaurant 100% végétarien, ce que je ne savais pas de prime abord. Et que j'ai adoré la DA, j'ai adoré les plats, l'énergie, la créativité. Mais bon, pour ça, je vais laisser le chef parler. Bonjour, je m'appelle Mehdi Favry et je suis le chef et cofondateur de 2 restaurants à Paris qui s'appellent Maslow et Fellows. Alors du coup, Maslow, c'est le plus grand restaurant végétarien de France.
Voilà, la volonté de ce resto, c'est d'être... Oh, c'est les voitures, excuse-moi. La volonté dans ce resto, en fait, c'est d'être le plus low impact possible, donc c'est-à-dire de prouver qu'on peut faire de la restauration à des prix abordables et avec un impact ultra positif sur la planète. Donc des circuits courts, des produits sourcés en agroécologie, on va vraiment vérifier le cahier des charges des producteurs. Pas de gaspillage, on revalorise la majorité de nos déchets. Soit dans des préparations, par exemple, le verre de poireau ici va pas à la poubelle, il sert à faire un matcha de poireau pour les cocktails, une huile verte pour notre poireau tom cacaille qui vient de sortir de la carte. Et après, ce qu'on n'arrive vraiment pas à valoriser, les déchets de table, les choses qui ne sont pas comestibles, on a notre propre machine à compost au sous-sol et on fait notre propre compost qu'on rend directement aux producteurs de crèmerie qui nous livrent tous les mercredis et tous les samedis. Je pense qu'on a tous un peu, on a tous de plus en plus une quête de sens et de se dire en fait c'est bien, surtout en tant que chef. Pendant des années, on avait la culture du tout accessible, je peux avoir du yuzu, je peux avoir des produits de loin, je peux avoir des produits hors saison. Et en fait, j'avais une volonté de revenir un peu à ce qui est normal. C'est-à-dire, pour nos grands-parents, c'est obvious, mais pour nous, ça l'est moins. Donc voilà, l'idée de faire une bonne cuisine, d'avoir un challenge en disant on peut rendre le végétarien sexy et le vegan aussi, sexy, abordable, prouver que c'est pas de la cuisine forcément healthy, quinoa, graines, avocat. Donc ici vraiment on essaye vraiment de donner une touche street et une touche de gourmandise à tous les plats qu'on fait. Typiquement nos plus grosses ventes c'est des plats qui sont carrément vegan. On a le fry cauliflower wing, en gros c'est du chou-fleur qu'on travaille comme du poulet frit coréen. Le portobello katsu, c'est un gros champignon qu'on panne à la japonaise, qu'on sert en tranches. Voilà. Excellent, je mettrai des images. Ouais. Alors comment on trouve l'inspiration? Alors j'ai la chance d'être entouré d'associés incroyables et de staff incroyables sur la partie HQ. Et du coup, voilà, on brainstorm beaucoup d'idées. Et en fait, je pense qu'une des choses importantes, surtout maintenant, c'est de ne pas trop regarder ce qui se fait ailleurs. Parce qu'en fait, tu as une espèce d'uniformisation qui se fait, où en gros, tout le monde se met à faire la même chose. Et c'est dur de faire quelque chose du coup d'original. Donc en fait, je puise vraiment mes inspirations dans tout, que ce soit de la street food, que ce soit des choses plus gastro, où je vais reprendre une préparation, tu vois, d'un livre de recettes. Je lis beaucoup de livres de recettes, je regarde énormément de documentaires. Et donc du coup, voilà, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que pendant une période, on a fait un bhaji d'oignons. Et en fait là on a revisité la sauce creamy de luxe du McDo. Donc en fait l'idée c'est de dire tu vois tu prends les références partout, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de. Ça doit pas être normé, voilà, ça doit pas être normé, ça doit être standardisé ouais. Ou encore élitiste. Voilà. L'idée c'est que ce soit pas vraiment. Pendant des années on a pensé que la nourriture ça devait être élitiste, mais ça l'est pas en fait. Et c'est pour ça qu'ici on a à cœur d'avoir des assiettes qui vont de 5-6 € à 12 € pour montrer qu'en fait c'est abordable, on peut bien manger dans un resto cool avec un endroit qui est enfin une localisation qui est quand même cool parce qu'on a la conciergerie ici, on a un Tour Eiffel là-bas et en fait plein de gens me disent mais en fait vu de votre localisation vous pourriez rajouter 3 € sur chaque plat. Bah non en fait, c'est ça notre fantasme avec Julia, c'est de dire en fait on récupère un restaurant, le restaurant de la Tour Eiffel et avec un ticket moyen à 20 balles quoi, parce qu'en fait c'est pas la localisation qui doit influer sur le prix de ce que tu vends. Il va y avoir de moins en moins d'abus parce qu'en fait les gens n'ont plus d'argent. C'est pour ça qu'aussi le végétarien c'est aussi un moyen de se dire, tu vois là par exemple, notre cible, et c'est ce que je répète à chaque fois, notre cible c'est pas les végétariens et les véganes. On a fait un sondage, c'est à peu près 10% de notre clientèle. Je pars du principe qu'il vaut mieux que 100% de la population mange 2 fois moins de viande plutôt qu'avoir 5% complètement vegan. Donc le but c'est d'aider les gens à faire cette step. Mais oui, il y a eu beaucoup d'abus avec des tickets moyens énormes, tu t'en sors pas pour moins de 40-50 balles. Tu m'as dit là, ouais, tout ça je le savais pas, parce qu'on part du principe qu'il y a deux choses qui ne sont pas des outils de différenciation. Faire du végé et du vegan, c'est pas un claim chez nous, parce qu'en fait, on part du principe qu'un jour, aujourd'hui c'est Paris, mais un jour ce sera, si tu prends Londres par exemple, dans tous les restaurants, il y a de la viande, du poisson et une offre fournie de plats végétariens et véganes. Donc en fait, un jour, tout le monde aura plein d'offres. Donc il faut juste avoir une cuisine un peu signature, c'est ça l'important. Et ensuite, tout ce qui va être éco-responsable, parce qu'on a quand même 3 éco-tables. Tu manges dans une brasserie ou dans un autre restaurant, c'est 4 à 7 kilos de CO2 par couvert. Ici, on a 1,2, tu vois. Mais c'est pas un claim marketing, parce qu'encore une fois, on part du principe que tout le monde va devoir travailler comme ça. Donc aujourd'hui, oui, ça nous différencie des autres, mais à terme, ça ne nous différenciera pas. Donc en fait, on n'en parle pas aux clients. Ce qui se voit, c'est dans un super endroit et bon. Et tout ce qui se voit pas, c'est tout ce qu'on fait au quotidien en termes de sourcing, en termes de lieux, d'actions éco-responsables. Ça, pour nous, voilà, ça doit pas se voir. On en parle de temps en temps quand les clients posent des questions. C'est pas du marketing, quoi. Notre combat, c'est de prouver que végétarien, c'est pas un thème. Pendant des années, t'allais au chinois, t'allais au restaurant italien, burger ou végétarien. Bah non, en fait, tu peux faire un burger végé, tu peux faire des pâtes végé, tu peux faire du chinois végé. Et voilà, c'est pas un thème. C'est juste,
des paramètres de travail que tu t'imposes et après tu peux t'amuser autant. Et il y a des techniques qui sont des techniques pures de cuisine de viande qu'on applique au végétal ici. Typiquement, on fait des jus réduits où on vient travailler, par exemple, on a fait une carcasse d'artichaut, on vient travailler la carcasse d'artichaut comme si c'était la carcasse de canard. Et en fait, on vient retravailler pareil, mais sans viande, sans poisson. Dans les anecdotes, ce qui est drôle, c'est que tous les cocktails de Maslow, ils portent le nom de galères qu'on a eues. Donc, et on en a eu plein et la carte change souvent. Donc par exemple, on en a un qui s'appelle le nantissement parce qu'on a eu une galère au début avec le fond. On en a un qui s'appelait la suite, on en a un qui s'appelait l'incendie, la guillotine. Mais typiquement, pour donner une anecdote de feu, on a déjà cuisiné en fait avec le feu sous nos pieds. Genre, ça devait faire 4 mois qu'on était ouvert. Il y a des petits soupirails qui mènent aux caves. Quelqu'un a jeté un mégot dedans. Et en fait, au bout d'un moment, on cuisine et là, on voit de la fumée partout noire. Et en fait, les caves en dessous du resto étaient en feu. Et à ce moment-là, on appelle les pompiers arrivent, ne disent pas d'évacuer. Le resto est plein, il y a des clients qui sont là, qui se demandent ce qui se passe. Il y a des cuisiniers qui sont complètement bloqués. Et au bout d'un moment, je dis, bon bah, on nous a pas dit d'évacuer, ils nous disent de pas évacuer. Visiblement, ça va être maîtrisé. Ok, il y a de la fumée, ça pue, c'est impressionnant, mais lançons le repas. On y va, on fait à manger. Au pire, on laissera tous les gens partir, ils n'auront pas payé, c'est pas grave. Mais au moins ils sont là maintenant, commençons à servir des verres et à faire à manger. Et au final, on a fait le service, bon ça sentait pas très bon, mais tu étais là, tu avais des gens en train de manger, et tu avais des plombiers avec les casques, tu sais, mais vraiment les pompiers feu quoi, donc avec le casque brillant. Il y en a eu quelques retours Sunday, super repas, malgré l'incendie en dessous du restaurant. Je suis ici pour le battre, cette anecdote pour la battre, il va falloir être bon. Ok, tout va bien. Écoute, merci. Merci beaucoup Théo, reviens quand tu veux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Encore une fois, je sais pas comment la terminer puisque moi là j'ai regardé le montage et je suis comme un enfant en fait. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Je remercie d'avoir pris du temps parce que je sais que c'est un coût et j'ai appris tellement de choses. J'ai même réussi à faire ma glace. Enfin, juste regardez, on va se calmer. Mais vraiment, merci à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui ont participé. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup à faire ce genre de documentaire aussi, que je prends du temps sur mon temps personnel à faire, mais que j'adore faire. Et que pour rien au monde, je pourrais enlever ça en fait. Vraiment, ça me fait trop kiffer. Bref, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la vidéo aussi, ça me ferait trop plaisir. Un petit commentaire pour si jamais vous voulez des adresses qui apparaissent dans les prochains épisodes, peut-être. Et puis nous on se dit à très vite. Bisous.